proposer des modèles de politique linguistique. On peut également me citer pour les enseignements biplurilingues ainsi que les usages des TIC, parce que tout cela fait partie des implications aujourd'hui. Et après la bibliographie, nous avons les approches pédagogiques. Nous savons que les approches pédagogiques ont évolué au fil des ans. Et nous avons, par exemple, comme épistémologie, qu'est-ce que la didactique? C'est une étude critique des sciences destinée à déterminer l'origine. C'est ça l'épistémologie, leur origine, leur valeur et leur portée. Donc, la didactique en elle-même renvoie à une démarche de distanciation, au plus à une pleine activité de théorisation schématiquement. Il s'agit dans tous les cas, pour un observateur ou un expérimentateur, de s'abstraire de l'immédiateté pédagogique, c'est-à-dire des pratiques en cours, dans les classes, les pratiques des classes, et d'analyser à travers toutes ces composantes l'objet d'enseignement. C'est-à-dire, si vous enseignez les langues, il faut savoir comment cela se passe, aussi bien au niveau supra que micro. Les buts poursuivis dans l'acte pédagogique, les stratégies utilisées par l'enseignement, les transformations de compétences et de conduite que cet enseignement induit chez l'élève et par conséquent, les stratégies d'appropriation de l'objet déployé par cet élève lors de son activité d'apprentissage. Donc, si nous nous situons en didactique des langues, il faut qu'on sache circonscrire quels sont les objectifs pédagogiques, quels sont les besoins de l'élève, quelles sont les compétences que cela générera chez l'élève et c'est comment est-ce que l'enseignant est capable de transmettre cela. Et chez nous, maintenant, l'objet, c'est la langue, notamment aussi bien les langues françaises, anglaises que les langues africaines. Ça, c'est l'objet d'enseignement et dans une moindre mesure, le moyen d'enseignement. Donc, le multilinguisme, c'est l'état d'un lieu où il est fait usage de plusieurs langues. Les individus, quant à eux, sont plurilingues. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette notion de multilinguisme? Parce que chez les francophones, est multilingue tout ce qui traite de la société, du milieu et de l'environnement et est plurilingue tout ce qui est relatif à l'individu qui se dit parler plusieurs langues. Donc, il faut, alors que le système anglo-saxon admet les deux indifféremment, aussi bien pour la personne que pour la société. Et si nous revenons aux quelques approches pédagogiques que nous connaissons, nous avons par exemple dès le départ les méthodes classiques connues généralement. On a la grammaire-traduction, c'est-à-dire que pour enseigner une langue étrangère ou une langue seconde, on passe par la traduction. Il faut connaître quelle est la langue cible et la langue source. Et à partir de la langue source, on peut maintenant traduire pour pouvoir enseigner soit la grammaire, l'orthographe, la syntaxe, la sémantique, mais à partir de la traduction. Ça, tout le monde le sait. Cette approche a évolué vers les méthodes des séries, c'est-à-dire par analogie directe ou observation, c'est-à-dire que si c'est par analogie, est-ce que la langue source ressemble à la langue cible? Alors là, maintenant, je peux enseigner les universaux de la langue. Est-ce que la langue, quelles sont les différences? Et à partir de ces différences-là, on peut également, c'est ça, les méthodes des séries, c'est-à-dire que par analogie, on peut faire ceci, ou par observation directe, qu'est-ce qui se passe dans une langue A? Et donc, généralement, cette observation nous permet de déduire de la composante linguistique de l'autre langue. Les méthodes audio-orales sont devenues les plus récentes. C'est ce qu'on utilise dans les centres pilotes. Ici au Cameroun, on utilise ça dans certains endroits, dans certains établissements un peu plus modernes, où on peut utiliser la télévision, on peut utiliser la radio, et on écoute, et à partir de ce qu'on a écouté, on commence à transposer le savoir linguistique à partir des composantes linguistiques. La méthode SAGV, structuro-global audiovisuel, est celle qui est un peu plus prépondérante et qui a conduit aujourd'hui à l'usage des TIC dans les approches d'enseignement. On l'a un peu critiqué parce que tous les établissements n'étaient pas dotés des infrastructures pouvant amener à utiliser ces méthodes-là, mais elle a été celle qui a conduit à des méthodes plus avancées où l'enseignant n'est plus au centre, il devient un guide.
ce qui conduit notamment à l'approche, à la méthode communicative qui est utilisée généralement dans les sous-sections anglophones, ici au Cameroun et sûrement également au Ghana, qui est l'une des méthodes qui se focalise essentiellement sur la compétence communicative, la compétence orale, et moins sur l'écrit. Même si on peut parler aujourd'hui des approches récentes, je l'ai mise dans les approches classiques parce que immédiatement après les approches structuro-globales, celle-ci est utilisée depuis les années 80. Or, les approches récentes, comme l'approche par la pédagogie par projet, ce sont des approches un peu plus récentes qui ont commencé dans les années, en Afrique évidemment, dans les années 2000, on a eu la pédagogie par projet, après avoir laissé la pédagogie par objectif, on a eu l'approche par les compétences qui est encore en cours d'installation au Cameroun. Nous avons eu la première promotion de bachelier cette année. On suppose que c'est une réussite parce qu'il y a eu un nombre, près de 74% de réussite. On suppose que c'est une réussite, mais est-ce que nous avons les moyens de continuer à l'appliquer au vu des effectifs pléthoriques pour enseigner la langue? Est-ce que, et toutes nos approches, il faut le constater, proviennent généralement du Canada. En Afrique, on aime bien les approches utilisées au Canada pour les transposer en Afrique, mais justement, il y a une question de positionnement du chercheur. Est-ce que cela est contextualisable? Si oui, comment? Ça, ce sont des questions actuelles. Les questions vivent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui également, avec les TIC, on assiste à l'approche par pédagogie inversée, la classe inversée. C'est-à-dire qu'on fournit des documents à l'avance à l'élève qui relit et par moment, aujourd'hui, grâce au TIC, on peut communiquer par WhatsApp, communiquer avec d'autres voies et à travers ces voies-là maintenant, on revient dans la salle de classe discuter pour que le temps de la salle de classe soit un peu plus écourté. Mais le temps de préparation de cette forme de pédagogie entraîne un surcroît de travail chez l'enseignant et parfois chez l'élève. Quels sont donc les moyens de rétribution pour ces enseignants qui travaillent un peu plus? Ça aussi, ce sont des aspects à étudier à ce jour. Donc, nous avons vu toutes ces approches et comme on peut le constater, comme ce sont des approches où le bilinguisme, lorsqu'il y a multilinguisme, c'est d'abord le bilinguisme français-anglais, il est difficile de situer le multilinguisme. Donc, la question c'est où se situe le multilinguisme dans toutes ces approches? Quelles sont les langues d'enseignement? Comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, une langue africaine pour pouvoir acquérir les notions basiques scientifiques ou quitter de la langue africaine à une langue occidentale officielle pour pouvoir enseigner? Est-ce qu'on parle de contextualisation didactique dans le sens de Narcisse Combes? Parce que voici ce que Narcisse Combes dit en termes d'acte de contextualisation. Nous aimerions penser que certaines approches expérimentales peuvent nous apporter des bonnes idées universalisantes, c'est-à-dire que l'APC peut être utilisée de la même façon partout, l'approche communicative peut être utilisée de la même façon partout, et d'autres approches nous permettent de comprendre ce qui se passe au niveau individuel ou plus local. C'est-à-dire que si nous avons l'APC, comment donc contextualiser cela à travers quel type d'approche? Quel est l'éclectisme que nous allons utiliser pour pouvoir appliquer cela? Et que le quantitatif et le qualitatif ne s'excluent pas nécessairement. Parce que certaines personnes pensent que quand on étudie des pratiques pédagogiques, il faut juste une grille d'observation. Donc, le qualitatif annule le quantitatif. Or, il est possible de quantifier ce qualitatif à travers d'autres méthodes scientifiques qu'on retrouve dans les sciences de l'éducation. Donc, au départ, nous avons eu le multilinguisme qui a eu un impact sur les politiques éducatives. Par exemple, au Cameroun, nous avons eu la Constitution qui a été changée. On a imposé que le français et l'anglais soient les médiums d'enseignement à partir des sous-systèmes indiqués. C'est-à-dire que le sous-système anglophone utilisera l'anglais, le sous-système francophone, le français. Et les langues africaines ont été exclues de ce médium-là, restant sur les approches de 1921 de Jules Cadre interdisant l'usage des langues africaines dans le système scolaire. Or, depuis 1996, on a promu déjà les langues africaines à un autre statut, le statut de langue nationale. Ensuite, nous avons eu
après les langues nationales, une intégration partielle, entre guillemets. On a eu la création des départements des langues et cultures nationales dans les écoles normales supérieures pour que ces langues et cultures nationales soient enseignées sur le terrain. Ça, ce sont les évolutions, ce sont des textes législatifs qui permettent de réguler les usages des langues. Donc, aujourd'hui, on forme environ 15 à 25 enseignants à l'école normale supérieure, hormis avec les auditeurs libres, dont maximum une centaine pour plus de 3000 établissements scolaires. Est-ce que cela suffira pour pouvoir ancrer les élèves dans une culture possible? Nous ne devons pas aussi oublier ce que l'UNESCO, qui depuis les années 70, avec l'État d'adieu, ont inclus qu'un enfant qui débute sa scolarisation en langue africaine, dans sa première langue, pas en langue africaine, dans sa première langue, a plus de chances de réussir dans sa scolarité et son insertion socio-professionnelle que celui qui la commence dans une langue étrangère. Et nous le constaterons avec les pays comme la Chine, avec les pays comme les États-Unis où l'anglais est langue maternelle, et tous ces pays qui commencent la scolarisation dans la langue de l'enfant, parce que celui-ci n'a plus un autre effort cognitif à fournir. Nous avons l'Union africaine à travers le plan de redynamisation culturelle qui aussi participe à l'intégration des langues nationales dans les systèmes éducatifs en impulsant auprès des chefs de l'État une action politique pour que ceux-ci intègrent de manière plus dynamique les langues nationales. La Charte européenne qui est là, qui a déjà demandé dans les États européens de penser aux enseignements biplurilingues. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les plus grands financements viennent de cela, c'est-à-dire que lorsqu'on montre comment un enseignement biplurilingue peut fonctionner, vous avez plus de chances d'être subventionné dans cette requête que lorsque vous présentez maintenant une sorte de monolithisme linguistique. Là, on a déjà parlé de la Constitution. Les implications sur la recherche, comme on peut le constater, sont nombreuses. Nous avons l'axe des politiques linguistiques qui restent à étudier. Si ces politiques linguistiques en supra peuvent influencer les actes en micro, alors là, c'est bien, parce que si on dit qu'on doit enseigner les langues africaines, est-ce que tous les lycées le font? S'ils ne le font pas, pourquoi? Est-ce qu'un pays comme le Ghana, où quand on arrive au sein d'un établissement scolaire, on peut facilement écouter les personnes discuter en Ewe, est-ce que l'Ewe peut être utilisé pour enseigner même l'anglais ou le français? Ça, c'est ce qu'il faut, chercher à voir si l'État est pour cela. Et si oui, quelles sont les pratiques pédagogiques qui seront intéressantes à retenir par rapport à tout cela ou comment les améliorer? Comment utiliser même les TIC pour améliorer toutes ces variations-là? Donc, il y a d'énormes difficultés. C'est que la première difficulté, c'est la mentalité africaine qui pense que lorsqu'un enfant parle le français ou l'anglais, alors forcément, il va réussir dans la vie. Il y a les mentalités, il y a les politiques également qui doivent de manière claire citer quelles sont les langues qui pourraient être utilisées. Il y a également le fait que les instruments de mesure sur les pratiques enseignantes ne sont pas toujours suffisantes pour les jeunes chercheurs. Et c'est pour cela qu'il y a des difficultés. Mais c'est à partir de ces difficultés qu'on construit de nouveaux paradigmes. C'est à partir de ces difficultés qu'on améliore, qu'on a le courage d'avoir un idéal, de penser la bonne didactique, de quitter de ce qui a toujours été fait et qui n'a pas toujours produit quelque chose de bien fait sur le sens de l'enracinement culturel, sur le sens des compétences scientifiques à ce jour. Là maintenant, comment conceptualiser donc l'apprentissage avec toutes ces difficultés et tous ces enjeux? On peut procéder comme en considérant l'environnement d'apprentissage par assimilation ou accommodation, si vous lisez Piaget, c'est-à-dire qu'on permet à l'enfant qui entre dans une salle de classe de clairement parler dans le milieu. Ensuite, nous avons, il faut qu'un enseignant connaisse le milieu. Parce que si l'objet, c'est la langue,
quels sont les éléments linguistiques qui vont servir d'outils pour enseigner cette langue-là, pour enseigner les composantes de cette langue-là? Quel est le degré de multilinguisme dans ce milieu-là? Si on se réfère à plusieurs acteurs et à plusieurs personnes qui ont parlé de cela. Nous avons, quelles sont les identifications des possibles interactions avec l'environnement? Comment est-ce que l'enfant peut réinvestir ce qu'il a appris dans telle ou telle langue? Si c'est en français, est-ce que l'environnement permettra à cet enfant d'évoluer et de s'épanouir dans cette langue d'apprentissage? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, pour certains, les langues africaines sont des langues secondes, ainsi que le français. Quelles sont les activités à prévoir pour l'élève? Il faut identifier les connaissances préalables. Qu'est-ce que l'élève connaît? Ça, c'est tout pédagogue le sait. Les prérequis, les préacquis. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez à enseigner? Comment les enseigner? Et avec quel véhicule linguistique? Quels sont comment organiser les activités d'apprentissage linguistique? Ça, ce sont les basiques. Et on revient toujours avec la taxonomie de Bloom qui nous permet d'organiser les activités d'apprentissage. Certains disent que c'est désuet, mais il n'en demeure pas moins qu'une activité s'opérationnalisera toujours avec un verbe d'action. Maintenant, de manière pragmatique, comment réinvestir, après avoir traité l'information, comment réinvestir cela en situation? Voilà le questionnement du chercheur. Comment générer de nouvelles connaissances à partir de ce qui a été appris, à partir des compétences qu'on dit avoir acquises? Ça, c'est ce que l'enseignant devrait penser lorsqu'il conceptualise l'apprentissage. Et parmi cette conceptualisation, il faut penser aux approches biplurilingues qui sont maintenant en vigueur, c'est-à-dire penser aux interférences, penser aux transferts, après traduction ou après avec des nouvelles terminologies. L'enseignement en langue avec les missionnaires, c'est déjà passé et il y avait des approches biplurilingues parce qu'ils partaient de la Bible qui était écrite dans les langues occidentales pour une traduction dans les langues africaines et eux, ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, des logiciels qui permettaient une traduction automatique. Et encore que, professeur Fassé vous le dira, ce n'est pas toujours une réussite. L'enseignement biplurilingue au début de la colonisation, où quels que soient les colons, aussi bien les anglo-saxons que les Français, ont accepté que les langues soient d'abord utilisées. Mais progressivement, tous les deux ont évacué ces langues-là pour que l'hégémonie des langues occidentales s'impose afin que l'assimilation effective et la colonisation prennent une plus grande ampleur. Il y a l'enseignement avec les langues héritées de la colonisation qui est jusqu'à ce jour, où on se demande s'il y a eu une réelle décolonisation, parce que l'une des formes les plus grandes de la colonisation, c'est bien l'usage d'une langue. On le verra, la Chine a ouvert des centres Confucius et on peut faire parler le chinois qu'une langue africaine, on peut faire parler l'italien qu'une langue africaine, on peut faire parler le français et l'anglais. Donc, il y a ces approches biplurilingues devraient revenir en vigueur, comme on l'a vu avec le programme opérationnel pour l'enseignement des langues au Cameroun, comme on l'a vu, on le voit avec Elan Afrique, avec Yves Padem et de nombreux projets qui sont généralement micro et individuels. Il faudrait quitter de l'individualisme à une approche un peu plus macro-sociétale. Et maintenant, oui. Bon, je vais achever mon propos bientôt. Il y a deux modèles pédagogiques intégrant les langues africaines. Il y a le modèle traditionnel, c'est-à-dire utiliser les langues africaines pour enseigner les langues étrangères. Et il y a utiliser les langues héritées de la colonisation pour apprendre les langues africaines. Dans les deux cas, les langues africaines seraient gagnantes parce que ce serait un modèle débuté pour arriver à l'idéal africain qui voudrait que toutes les notions scientifiques soient enseignées dans les langues africaines sans pour autant exclure le français. Donc là, on peut exploiter des théories comme le socio-constructivisme, le fonctionnalisme, l'interactionnisme qui est un peu plus actuel et le connectivisme qui se base surtout sur les TIC. Et des approches qui ne sont pas souvent citées dans des études d'enseignement biplurilingue. Il y a l'approche culturelle d'Assoumou
de Jules Assoumou, il y a l'éveil aux langues de Michel Candelier, il y a le biplurilinguisme Maurer, moi, et plusieurs autres personnes. Bon, pour l'instant, je connais que Maurer et moi. Et donc, ces personnes-là qui défendent les enseignements biplurilingues avec des approches didactiques un peu plus pertinentes et centrées sur cela. En conclusion, comme vous pouvez le lire, ça, on n'a pas besoin de revenir. Le substrat relève de l'environnement pédagogique des acteurs de l'enseignement. La conception de l'enseignement est fonction de l'environnement et des besoins et des connaissances des élèves. Excusez cette erreur. Les activités pédagogiques dépendent des situations d'apprentissage et des théories exploitées. L'environnement multilingue reconnu par toutes les instances mène à une éclosion du biplurilinguisme, comme on le constate dans tout le monde entier. Et est-ce que ce n'est pas juste un retour aux sources où on voudrait que tout commence par une éducation traditionnelle? Donc, ça, ce sont des études de cas. Chacun pourrait s'y intéresser et peut-être cela pourrait conduire à de nombreux sujets de recherche chez les étudiants. Je vous remercie et sans plus tarder, je crois que le professeur Fassé pourrait intervenir. Merci. Le micro, professeur Fassé. Bien, merci beaucoup, professeur Dibnou, pour cette présentation aussi vivante que votre personne. Et quand les grands commencent comme ça, les petits ne savent plus quoi dire. Hein. Alors, je sais. Est-ce que mon écran est visible? Oui. Oui, donc. Bien. Je suis déjà très, très content de pouvoir partager ce moment avec vous tous et surtout avec ma grande sœur académique, Julia, qui aime bien taquiner. Ça, là, ça dessus. Et surtout avec le docteur Elias Kaiser, dont j'ai apprécié beaucoup la ténacité et la témérité pour faire sa thèse au Cameroun. Nous sommes honorés en tant que Camerounais de voir qu'il est parti du Ghana pour venir faire sa thèse au Cameroun et ça s'est bien passé. C'est tout à l'honneur de son encadreur, son directeur de mémoire, le professeur Dibnou. Et donc, aujourd'hui, nous voulons aborder une question qui flotte dans la tête de beaucoup de traducteurs et fait même peur, c'est-à-dire on fait accoucher ou alors on se fait accoucher soi-même. Et aujourd'hui, donc, on a l'impression que le glas de la profession a été sonné ou est en train d'être sonné. Et c'est donc une tentative de réponse à cette question-là que nous allons faire dans les quelques minutes que nous aurons. Donc, je dois déjà vous dire que je vais aborder la question pas en tant que théoricien de la traduction, mais en tant que praticien de la traduction. Alors, je vais donc pas rester dans ce qui est le vécu de la traduction. Et donc, on va tour à tour regarder les objectifs, le contexte, faire une différenciation entre les applications de traduction automatisée et les Computer Assisted Translation Tools, qui sont un peu comme les outils de la traduction assistée par ordinateur, comme TAO, comme on l'appelle. Et puis, on va regarder quelques applications de traduction automatique les plus usuelles, les plus usitées aujourd'hui et l'efficacité. On va voir ce qui se passe avec les usagers non traducteurs. Et puis ensuite, on va regarder dans la perspective de la traduction face à l'avancée hyper rapide des ATA. Bon, et puis finalement, on va se demander, est-ce que la machine peut remplacer l'homme? Comme la conclusion de la numéro 8 bien me pardonner cette erreur-là. Donc, alors, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Si vous êtes attentif et participatif, vous devez pouvoir présenter les aspects clés de l'usage des ETA, ATA. Vous allez m'excuser, je pense souvent, très souvent en anglais, hein, quand il s'agit de la science. Donc, ressortir les points forts et les points faibles des applications, présenter les opportunités de suivi des traducteurs humains face à la montée figurante des applications de traduction automatisée. Bien.
Alors, dans le contexte nous aujourd'hui, il y a quelques chiffres qui sont euh, Hello, professeur Fassé. Hello, professeur Fassé. Ah, paraît-il qu'il y a un problème de réseau. Professeur Fassé. Je vais essayer de le joindre. D'accord. Réseau Douala Nafata. Bama doa Douala. Kai Baba Jadi Yauta Jutro. Éteignez vos micros, ceux qui sont en train de causer en langue maternelle. Peut-être qu'on pourrait prendre le temps pour qu'ils reviennent pour un échange de questions en attendant. OK. Je l'appelle. OK, chers collègues, chers étudiants, en attendant le retour du professeur Fassé, on remercie d'abord le professeur Ndibounou pour sa présentation très intéressante, très éducative. Et maintenant, si vous avez des questions à poser par rapport à sa présentation, vous êtes libre de lever les mains ou bien de déposer les questions à la page, sur la page de discussion et puis nous allons lire ça ensemble. OK, professeur, Oui. vous avez parlé de la politique linguistique où on peut, il y a la suggestion ou bien bon, la suggestion que bon, on peut enseigner les langues étrangères avec les langues maternelles, à travers les langues maternelles. Il est revenu. Oui, posez la question, je la note. Oui, vous avez parlé de politique linguistique dans le milieu. Professeur Fassé, il est de retour, il est de retour. OK, professeur Fassé. Professeur Fassé. Oui. Oui. Allô? Allez-y, allez-y. Oui, alors j'étais donc en train de donner, je m'excuse déjà, hein, j'ai eu une chute de connexion là, ça se coupe. Donc je disais qu'aujourd'hui, le niveau de précision de certaines applications de traduction sont assez remarquables. Et par ailleurs aussi, on a des catastrophes hein, de l'usage. C'est-à-dire que Facebook avait des traductions franchement risibles, utiliser Google Translate ou bien toute autre application.
Allô? Oui, allez-y, prof. Attendez, Bon. je suggérerais que chacun de nous, qu'on éteigne et nos caméras et nos micros parce que la bande passante de Kaiza est un peu faible. Donc, plus les gens se connectent, plus ça affaiblit et c'est ça qui a un impact sur votre communication également. Donc, si on peut nous tous nous déconnecter et pas déconnecter, éteindre nos vidéos et nos sons, ce serait bien. OK. Bien. Merci beaucoup, professeur. Alors, je disais donc qu'il y a beaucoup de cas de catastrophes, notamment même dans des textes très officiels dans notre pays, où des personnes non averties utilisent des applications de traduction automatique sans les faire réviser ensuite, faire réviser leur texte ensuite par les traducteurs. Donc, évidemment, on a la flambée des charlatans. J'ai observé au pays, au Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas au Ghana, vous voyez un petit cabinet qui vous liste 10, un peu plus de 10 langues dans lesquelles il travaille. Quand vous vérifiez, vous voyez qu'il n'y a que 3 traducteurs là-dedans. Vous vous demandez comment est-ce que les 3 traducteurs peuvent manipuler plus de 10 langues. Ça montre tout simplement que c'est des personnes qui vont faire avoir recours tout simplement aux applications de traduction. Alors, les clients de la traduction d'hier deviennent des clients de la révision. Qu'est-ce que je m'entends par là? Je le vis au milieu universitaire. Avant, il y a quelques années, les collègues venaient me voir pour dire, bon, voici mon article, aidez-moi à le traduire en anglais. Aujourd'hui, ils viennent vous dire, non, j'ai déjà fait une traduction, je veux simplement que vous regardiez. En réalité, ils ont passé cela dans une application de traduction et il faut tout simplement les aider à réviser. Donc, dans ce contexte-là, on peut véritablement se poser la question de savoir si nous, traducteurs humains, allons encore servir à quelque chose dans les années à venir. Et j'étais à une conférence à Dubaï avec un monsieur spécialisé d'intelligence artificielle qui a cité les métiers de traducteur parmi les métiers qui vont disparaître dans les 10 à 15 années à venir. Il était pour lui, il était très certain que ça va disparaître. Alors, donc, ça c'est donc le contexte dans lequel nous nous posons la question, à savoir, est-ce que ces applications ne vont pas faire disparaître la profession de traducteur? Alors, donc, pour poursuivre notre propos, il faut déjà qu'on différencie donc entre les applications de traduction automatique, qui sont des programmes informatiques qui font la traduction instantanée, sans intervention humaine directe. C'est le fait de charger le texte dans l'application, comme par exemple Google Translate, Systrans, Microsoft Translate, DeepL, Reverso, on peut en citer beaucoup d'autres. Il faut donc faire une différence entre ces applications qui sont le focus de cette présentation et les applications qui sont plutôt des programmes d'assistance des traducteurs qu'on appelle aussi, avec lesquels on fait la traduction assistée par ordinateur ou qu'on appelle aussi Computer Assisted Translation Tools. Et à ce moment-là, le traducteur humain se fait assister par la machine. Et on a une soixantaine de programmes ainsi. Les plus connus sont WordFast, Trados, Omega D, Déjà Vu, Logoport, etc. Et j'ai pu en trouver au moins une soixantaine. Alors, donc, d'où partons-nous pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui? Les premiers essais de traduction automatique commencent en 1933 par un certain Georges Atroni et Peter Smirnov Trojanski, un russe. Georges Atroni, c'était un Français, un franco-albanais, si je ne me trompe pas. Et ils ont beaucoup plus développé des dictionnaires automatiques, des dictionnaires automatiques parce que ça ne pouvait pas encore traduire des phrases, ça traduisait beaucoup plus des mots ou des groupes de mots. On parlait à ce moment-là de la traduction de statistical translation, donc parce que traduisait uniquement des mots. Et c'est donc en 1968 que viendra le développement de Systrans. Et le Systrans qui a été largement utilisé par l'Union européenne et je crois aussi par l'ONU, et très utilisé aussi par l'armée américaine qui s'en servait donc pour rapidement décoder les textes venant des pays utilisant par la langue anglaise. Et vous pouvez imaginer que le besoin même des traducteurs automatiques naît du fait que lorsqu'on a souvent besoin d'un traducteur, il n'est pas là, sur place, il faut le chercher. Et ce qu'on peut faire pour prendre un coup si c'est limité dans le temps. Et ça, c'est et de plus, avec l'avènement de la mondialisation, qui a commencé donc au XXe siècle à germer, on a une flopée de langues dans le monde entier. Et s'il faut à chaque fois, pour avoir accès aux informations contenues dans ces langues-là, avoir recours à des humains comme traducteurs ou interprètes, on imagine que ça peut être très compliqué. Et des organisations comme l'ONU, l'Union européenne, qui effectivement doivent travailler avec des données venant de plusieurs pays, ont ressenti besoin d'avoir une application qui permet d'avoir des traductions, même si approximatives, mais des traductions plus rapides et instantanées.
Et avec l'avènement de ce qu'on appelle la Neural Machine Translation, qui a permis à ce que les applications de traduction passent des traductions de mots ou de groupes de mots aux traductions de phrases, des phrases très, très complexes depuis les années 2015 et ça s'est précisé davantage en 2016. Alors aujourd'hui, les applications sont plus affinées dans leur rendu. Et donc, on va voir, notamment avec les applications comme DeepL et même Microsoft, pourquoi pas, que l'avènement de la Neural Machine Translation a carrément révolutionné les applications de traduction automatique. Nous allons donc jeter un coup d'œil sur quelques applications les plus citées dans le domaine. On va voir par exemple la toute première qui a pris vraiment de l'ampleur, c'est Systrans, qui a été mise en place en 1968 par un certain Peter Thomas, qui manipule 55 langues pour 140 combinaisons. Donc, on fait au moins 140 combinaisons en utilisant Systrans. Et l'utilisateur majeur de Systrans, c'est US Department of Defense, comme je le disais tantôt. L'autre application, c'est Reverso, qui a été mise en place en 1998 par Theo Offenberg, qui aujourd'hui compte 96 millions d'utilisateurs tous les mois. C'est vraiment énorme. Et les utilisateurs majeurs sont les individus et des organisations ou entreprises. À côté de Reverso, on a Microsoft Translator, qui a été mise en place dans les années 99-2000, à Microsoft évidemment, qui manipule 91 langues, mais fait quelque chose de très important, à savoir que Microsoft a introduit la traduction orale et qui aujourd'hui manipule 87 langues. Vous avez certainement vu cette publicité qui a fait fureur sur les réseaux sociaux et même sur la télévision où cette personne qui se promène arrive dans un pays étranger, juste pose une question à son téléphone, puis le téléphone rend la question dans la langue de la personne en face d'elle et puis la conversation continue. On n'a plus besoin forcément d'un guide touristique multilingue pour nous accompagner. Évidemment, je n'ai pas pu trouver les chiffres pour le nombre d'utilisateurs actuels de Microsoft, mais sachez que tous ceux qui ont les dernières versions de Microsoft, notamment Office 365, ont Microsoft Translator intégré. Et le plus utilisé, ou alors la plus utilisée en tant qu'application, c'est Google Translate. C'est la plus connue et la plus vulgaire, qui a été créée pourtant seulement en 2006 par Google Incorporation, qui a 109 langues qu'elle utilise. Et on a, comme on l'a dit tantôt, 500 personnes qui s'en servent au quotidien. C'est énormissime. Et depuis 2016, Google a intégré aussi ce qu'on appelle le Google Neural Machine Translation. Alors, son utilisation s'est davantage affinée et le rendu encore davantage proche de ce que ferait un traducteur humain. Pour terminer les applications les plus usitées, on a l'une des plus récentes qui est DeepL, qui a été développée par une société allemande qu'on appelle Lingui, qui avait mis en place l'un des plus puissants dictionnaires de traduction. Dictionnaire, pourquoi? Parce que lorsque vous faites une traduction et vous n'êtes pas très, très sûr, vous le testez, vous allez dans Lingui, vous mettez le syntagme ou alors le groupe de mots ou alors votre phrase que vous avez traduit, bien, très souvent c'est des expressions, vous allez voir si ces expressions sont déjà venues dans d'autres traductions dans le monde. Et ça peut vous donner pratiquement des centaines et des centaines de résultats. C'est quelque chose d'extrêmement époustouflant quand on regarde comment ça travaille. Et les langues de type, pour l'instant, sont simplement 24, mais les chiffres sont alarmants, à savoir qu'on a plus de 10 milliards de demandes de traduction ou d'utilisation de Lingui avec DeepL et pour 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est dit qu'en réalité, aujourd'hui, il est question vraiment pour les traducteurs de se pencher sur ce qui leur arrive ou bien ce qui va arriver à leur profession avec l'avènement de ces outils-là, parce que leur utilisation devient de plus en plus répandue. Alors, j'ai pris un texte, j'ai pris le titre de cette présentation que j'ai traduite. Professeur Fassé. Oui, allô? Oui. Professeur Fassé. Oui. Oui, on ne voit pas votre écran. Ah bon? Je vais donc repartir l'écran. C'est bon?
C'est bon maintenant? Ça va maintenant. OK. Alors, je disais donc que j'ai pris le thème de ma présentation, qui est la flopée des applications de traduction automatisée disponibles aujourd'hui sont-elles le glas de la profession de traducteur, que j'ai utilisé dans les 4 applications que j'ai présentées tout à l'heure. Vous voyez, dans Google Translate, voilà ce qu'on a obtenu. Is the slew of automated translation applications available today the death knell for the professional translator? Même si je ne l'approuve pas entièrement, je comprends exactement ce que dit mon thème. Donc là, il n'y a pas de problème. On comprend ce que je veux, ma question recherche. Même si on sent que c'est un peu beaucoup plus proche d'un calque, quoi. Donc, ce qu'on appelle vulgairement le mot à mot. Mais en réalité, l'idée est là. Alors, si on va à Reverso dit ceci: Does the plethora of automated translation applications available today sound the death knell for the professional translator? Ici, il y a un peu plus d'originalité. Un peu en introduisant, au lieu de parler plutôt de flopper avec une traduction plutôt littérale, et même le sens de la question, on voit que Reverso a apporté son propre style en le traduisant de cette manière. Alors, on va à Sistran. Sistran dit, Does the flurry of automated translation applications available today sound the death knell for the professional translator? Ici, il n'y a que le pléthora qui a été remplacé par flurry. Là encore, le sens reste. Et si on avance, donc, on va à DeepL. DeepL vient donc avec Is the flood of automated translation applications available today the death knell for the translation profession? Donc, lui, il a été pour moi encore plus original dans sa traduction. Et on peut donc voir que avec les différentes applications, on a des différents rendus de la traduction, certaines beaucoup plus originales que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, aucune des applications n'a dénaturé le sens du texte de départ. Ça veut dire que toutes ces applications ont rendu au moins entre 60 à 80, voire même 90%, voire pas 95% du sens que je voulais donner, de la force de ma question. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, clairement, les applications de traduction automatique font beaucoup plus qu'il y a 20 ans et sont pratiquement très proches de pouvoir remplacer l'être humain dans certains cas de traduction. Bien évidemment, on sait qu'il s'agit là des textes qui sont très souvent des textes non littéraux, à savoir que lorsqu'on rentre dans la poésie et autres textes un peu plus qui font transparaître des émotions du locuteur ou bien de l'auteur, alors les applications de traduction deviennent très souvent très faibles. Donc, si on reste dans le domaine de la science, du business et autres, où les textes sont moins teintés d'émotions, alors les applications de traduction font un travail assez remarquable. Donc, on peut donc noter que aujourd'hui, le traducteur a un choix. Soit il se réinvente pour pouvoir toujours se rendre utile, se rendre inévitable, ou alors il risque effectivement de se faire remplacer. Dans la plupart des cas, excepté évidemment l'interprétation, de se voir remplacé par les machines. Parce que c'est déjà le cas dans plusieurs situations. Et j'ai remarqué avec les entreprises qu'aujourd'hui, on ne fait recours à un cabinet de traduction ou à un traducteur professionnel que lorsqu'on a affaire à des contrats ou lorsqu'on a affaire à des textes très délicats, des rapports officiels. Mais les textes communs, les formations qu'on allait faire, qu'on a reçues, même des livres qu'on a achetés, des livres électroniques pour lesquels on sollicitait souvent les traducteurs, ce n'est plus le cas. Ils mettent ça dans une application qui parfois dictent la traduction de manière orale et ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils ont compris au moins le sens, surtout qu'ils sont dans leur domaine. Le restant du jargon est maîtrisé par eux. Alors donc, on se rend compte qu'en réalité, le recours au traducteur ne fait que baisser progressivement au profit des applications de traduction. Mais il y a autre chose. Il faut savoir que les applications de traduction sont développées par des êtres humains. Ce n'est pas des machines qui se développent elles-mêmes. Ça veut donc dire quoi? Qu'avec l'avènement de ce qu'on appelle l'ingénierie linguistique ou alors
l'informatique qu'on introduit dans la linguistique, notamment dans le domaine de la traduction, ça fait en sorte que la plupart des traducteurs, oui, ceux qui font des études de traduction aujourd'hui, doivent s'initier à des études d'ingénierie linguistique. Parce que finalement, ce sont eux qui vont aller travailler pour l'amélioration des programmes de traduction automatique. Et là, ils vont être utilisés non plus simplement comme des simples traducteurs, mais ceux qui vont faciliter la traduction assistée par des applications. Donc, bien sûr, on est tout à fait d'accord et avec ce qu'on a vu, et vous avez sur l'écran là maintenant ma propre traduction. Does a plethora of automated translation applications available today spell the end of the translation profession? Ça, c'est ma traduction à moi en tant qu'humain. C'est celle qui me semble, pour moi, donner la force de ma question et être moins lié à la formulation française. Donc, mais, comme je l'ai dit, tout le monde m'a pu me comprendre. Tous ceux qui ont lu pourraient me comprendre. Donc, il est un grand challenge aujourd'hui pour les traducteurs, à savoir qu'ils doivent davantage bosser dur pour être au fait des avancées, pouvoir défendre leur capacité à faire plus que la machine et démontrer qu'ils peuvent faire mieux que la machine. Et surtout, si c'est compliqué, se convertir en ceux-là qui vont travailler pour produire des outils de traduction, d'assistance à la traduction encore plus affinés. Toujours est-il que cette traduction, cette profession aujourd'hui tient encore beaucoup. Pourquoi? Parce que si les évolutions dans les applications grandissent, le besoin en traduction aussi grandit en même temps. Pourquoi? Parce que la mondialisation qui s'accentue davantage aujourd'hui fait en sorte que de plus en plus les êtres humains ont recours à des connaissances se trouvant dans l'autre langue. Et c'est donc pour cela que tous les êtres humains ne pouvant pas tous maîtriser les TIC au même moment, savoir même utiliser les applications de traduction, on peut toujours encore à chaque fois avoir recours au traducteur. Et surtout que dans les situations très formelles, on sait qu'on ne va jamais, dans le contexte d'une entreprise ou d'une administration, rejeter le tort à une machine. Et pour cela, on a besoin de la responsabilité d'un être humain, à savoir celle d'un traducteur. Donc, même si on va avoir recours à lui beaucoup plus comme un réviseur, parce qu'on a déjà fait la première partie de la tâche avec une machine, on a quand même besoin de lui parce qu'il faut bien qu'un être humain puisse répondre du texte qui a été produit, notamment dans les contrats et tout autre agrément qu'on signe entre les pays, entre les entreprises, entre les individus. Donc, ce qu'on dit que la machine est très loin peut-être de remplacer entièrement l'être humain, mais elle a déjà assez fait pour soit soulager les problèmes de traduction qui ne peuvent pas être traités par une poignée de traducteurs, mais rend la tâche facile pour ce qui est des computer assisted tools. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ceux qui utilisent les outils de traduction savent qu'au moins ça vous aide à éviter de chercher plusieurs fois le même mot, d'avoir une cohérence dans le texte, d'avoir le même sens donné au même mot, et ça vous permet d'aller plus rapidement. Tant et si bien que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ou bien beaucoup de clients de traduction, pour vous donner un contrat de traduction, exigent que vous démontriez que vous avez une licence d'une application de traduction, pas automatisée, mais d'une, qu'on appelle ça computer assisted tools, translation tools, comme les Trados déjà vus et autres. Donc, alors, pour essayer de résumer ce que nous avons développé, je dirais que les applications de traduction se développent très rapidement, elles sont de plus en plus efficaces et efficientes, elles sont de plus en plus populaires et vulgarisées, elles réduisent les parts de marché des traducteurs, mais la masse des textes à traduire du fait de la mondialisation à l'extrême rapidité des échanges les rendent presque inévitables, donc rendent les traducteurs presque inévitables. Les langues ayant chacune des nuances très complexes, les limites des applications de traduction demeureront. L'homme sera toujours au cœur de la traduction car c'est encore lui qui développe les ATA. Une voie de sortie des traducteurs serait de migrer vers l'ingénierie linguistique ou la linguistique informatique pour produire eux-mêmes des applications de traduction. Et le dernier mot de conclusion que je vais citer, c'est celui de John Hutchings, qui a écrit un très bon article sur les applications de traduction, je vous recommanderai d'ailleurs. Il a dit ceci: The translation of natural languages by machine, first dreamt of in the 17th century, has become a reality in the late 20th. Computer programs are producing translations, not perfect translations, for that is an ideal to which no human translator can aspire, nor translations of literary texts
for the subtleties and nuances of poetry are beyond computational analysis, but translations of technical manuals, scientific documents, commercial prospectuses, administrative memoranda, medical reports, and so on. Alors, donc, cette conclusion résume en réalité toute notre présentation. Savoir que l'idée d'une traduction automatique qui a commencé dès le XVIIe siècle, c'est une vieille histoire, donc, est devenue une réalité. Et aujourd'hui, ça produit de très bonnes traductions, mais pas parfaites, et excepté pour les textes littéraires qui ont des nuances qui sont au-delà de la capacité d'analyse d'un ordinateur. Mais pour ce qui est des traductions les plus sollicitées, les manuels, les documents scientifiques, les prospectus pour la publicité, les mémorandas administratifs, les rapports médicaux, etc. Là où effectivement se trouve tout le besoin de traduction, là, les applications font un travail formidable, remarquable. Donc, voilà la réponse à ma question. Vous avez là une pléthore de documents que vous pouvez lire pour davantage approfondir la compréhension de ces thèmes-là. Et j'espère donc que cette petite discussion vous aura un peu clarifié les idées par rapport à la préoccupation soulevée au départ. Je m'excuse encore pour tous les soucis techniques qui ne sont pas dus à notre faute, mais peut-être aussi avec le contexte non-accès équitable à Internet dont souffre l'Afrique subsaharienne. Voilà, je m'arrête là. Vos questions nous permettront peut-être de creuser davantage cette question. Merci pour votre attention. OK. Merci beaucoup, professeur Fassé. Je tiens à vous remercier pour la présentation brillante. Et puis maintenant, nous allons passer à la phase de questionnement. Tout d'abord, pour la première, pour professeur Ndibounou, oui. Il y a... Peut-être que le professeur Fassé enlève le partage d'écran. Oui. Pardon? Le partage d'écran. Oui, oui. Non, oui. C'est là. OK, j'arrête le... voilà, arrêtez le partage. Voilà. OK, merci beaucoup. Oui, nous vous remercions sincèrement pour les présentations. Maintenant, nous allons passer à la phase de questionnement. Et nous avons déjà des séries de questions ici. Oui, pour la première question, ici, de Mariam Précieuse, elle voulait savoir comment enseigner selon une approche biplurilingue dans une classe multilingue, sans pour autant léser d'autres langues. Voilà. Oui, je réponds au fur et à mesure où j'attends toutes les questions. Vous pouvez répondre au fur et à mesure. OK, merci, Dr. Kaïsa. La question de Mariam concerne l'environnement camerounais parce que avec pratiquement dans une étude que j'ai menée et que Bichakod aussi a menée, on va constater que dans une salle de classe camerounaise, il y a en moyenne 17 langues à 20 langues totalement différentes dans une salle de classe. Et on devrait maintenant enseigner de manière biplurilingue, par exemple, les mathématiques, comme c'est son domaine à elle, les disciplines non linguistiques. Et donc, l'enseignant va débuter, comme le dit le programme, dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Le biplurilinguisme ne signifie pas d'utiliser deux langues en même temps, mais il s'agit d'utiliser, c'est-à-dire de procéder à la traduction, c'est-à-dire j'ai dit bonjour, je vais aussi dire Hollandi, Mokoni, des choses comme ça. Non, ça signifie qu'on a une langue de départ qui peut être la langue que l'enseignant maîtrise le mieux. Il explique le cours dans cette langue-là et ensuite, il va demander aux élèves
puisqu'il y a d'autres langues, d'appliquer ce qu'ils ont compris dans cette langue A dans leur propre langue, ce qui évite l'enseignement dans toutes ces langues-là. Et le lendemain, chacun a la charge de revenir en salle de classe pour cela. Ça, c'est l'une des manières que nous avons expérimenté, une équipe et moi, et que j'ai expérimenté pour ma thèse. Et ça fonctionnait dans les établissements primaires. Il y a l'autre fonction qui est celle de la traduction, la grammaire traduction toute simple, c'est-à-dire qu'on part du français ou de l'anglais, qui sont les langues d'enseignement, les médiums d'enseignement. On explique et on demande aux élèves dans la salle de classe de proposer des traductions des termes clés étudiés ce jour-là en mathématiques. Cela conforte déjà l'enseignant sur la compréhension du cours par les élèves en mathématiques ou dans d'autres matières, même dans les langues étrangères. C'est-à-dire que s'ils ont appris aujourd'hui le terme « amérir », qui n'est pas un terme en langue africaine, si on constate bien « amérir », si je vous donne cela, amérir signifie le fait de se poser sur la mer quand on est un avion. Est-ce que chacun de vous, là présentement, est capable de me le dire dans sa langue maternelle, là maintenant? Ça, c'est une question que je pose de manière collégiale. C'est comme cela que ça se passe dans un enseignement biplurilingue. C'est-à-dire qu'on devrait être sûr que l'enfant accomplisse cela dans la langue officielle et dans une langue étrangère. Et comme la preuve, c'est que presque personne d'entre vous, docteur Fassé, vous qui avez, est-ce que la traduction d'Amérir, parce que j'ai constaté que vos logiciels de traduction n'incorporent pas encore les langues africaines. Donc, est-ce qu'il y a un logiciel de traduction qui pourrait me traduire en Guimbon, Amérir? Je sais qu'il y a un monsieur qui est en train de vouloir travailler là-dessus, mais ce n'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Nos langues sont encore bien en retard à ce niveau-là. Bon, c'est un champ à explorer. Hein. Voilà. Donc, vous voyez déjà que c'est déjà un champ d'études. Hein? Et deux, Amérie, là maintenant, vous êtes locuteur de Guimbon. En tant que professeur, est-ce que vous pourrez avoir la traduction là maintenant, à partir de l'explication préalablement donnée? Oui, c'est vrai que ça a beaucoup plus une explication, mais pas un mot. Voilà. C'est donc parce que ça. je dois aussi avouer que mon niveau n'est pas très élevé. Je ne rentre pas trop dans les nuances du Guimbon comme le ferait un autre natif plus avancé que moi. Non, c'est ça que je voulais avoir comme réponse. Dans l'enseignement biplurilingue, si tout le monde se prête au jeu, on constatera que cet enseignement n'est pas possible si tous les élèves connaissaient toute la terminologie dans la langue maternelle. Il s'agit donc maintenant pour ces élèves de rentrer solliciter une définition ou une explication d'Amérir dans leur langue maternelle à la maison. Ce qui fait qu'il y a une participation de la famille, il y a une participation de l'école dans la construction du savoir linguistique en français, langue étrangère, en français, langue seconde, en anglais et dans sa langue maternelle. Donc, on part d'une langue toujours connue pour maintenant étendre le savoir aux autres langues en présence. Et ainsi, le lendemain, chaque élève est capable de fournir au moins l'explication d'un mot précédemment vu. Et c'est ça, généralement, qui fait foi dans les approches biplurilingues, c'est qu'on est conforté sur l'acquisition du savoir dans l'une ou l'autre langue auprès des élèves. Et c'est pour cela que les approches comme les approches par les compétences sont difficiles à utiliser parce qu'il y a trop d'élèves dans nos salles de classe et quand on va vérifier ces acquis le lendemain, on ne pourra interroger qu'une dizaine d'élèves le lendemain. Est-ce que Mariam a suivi mon explication? OK, merci professeur. Mais bon, il y a une question ici. On dit, dans votre explication, nous avons l'impression que bon, les langues africaines peuvent être utilisées pour enseigner les langues étrangères. Et moi, j'aimerais savoir comment cela peut se faire dans une communauté linguistiquement hétérogène, où l'enseignant même ne comprend pas les langues maternelles des apprenants.
Mais voilà, c'est la même réponse. C'est-à-dire qu'on parle du français ou de l'anglais. Mais là, quand on dit que les langues africaines peuvent servir de base pour enseigner le français, c'est pour des langues, des territoires homogènes linguistiquement. C'est-à-dire qu'on va parler de multilinguisme parce que, qu'on ne se leurre pas, aucun village n'est monolingue. Il y a toujours au moins une langue, la langue du village, et soit le français, soit l'anglais. Donc, dans ces territoires homogènes, on peut partir de la langue du territoire pour enseigner le français ou l'anglais, langue étrangère. Je n'ai pas parlé, je parle des approches biplurilingues dans les contextes de multilinguisme. OK, merci. Donc, il serait difficile de confondre les positions. Oui, il y a une question ici de la part de M. Timothy. Et vous dites que les colons nous ont enseigné leur langue pour faciliter l'assimilation et la colonisation. Mais est-ce que cela veut dire que l'anglais ou le français dans nos pays divers jouent le rôle de colonisateur de nos langues locales après le départ du maître colon? Ben, bien sûr, moi je ne me le cache pas, aucun Africain ne saurait se leurrer. Il n'y a que les équipes africaines à parler l'anglais et le français face à un joueur anglais ou américain. C'est la forme de domination la plus évidente. La preuve, c'est quoi? C'est que quand un Coréen vient, il parle le coréen. Quand un Chinois vient, il parle en chinois. Et c'est vous qui traduisez. Quand un Africain vient, il parle dans quelle langue? Il parle en anglais ou il parle en français. Alors qu'il peut parler l'Ewe, alors qu'il peut parler le Leondo, il peut parler le Ngembon, il peut parler toute la multitude de langues qui font une richesse incommensurable pour l'Afrique, mais il s'exprimera toujours dans l'autre langue. Donc, nous savons déjà culturellement que le français et l'anglais sont les seules langues pour qu'on s'en sorte. La preuve, c'est que la seule langue parlée à l'Union africaine, étant africaine, c'est le Swahili. Ensuite, c'est l'arabe. Ensuite, on parle le français, l'anglais, l'espagnol. L'Union africaine, c'est pour l'Union européenne ou est-ce qu'il y a le Swahili à l'Union européenne? Donc, c'est une marque profonde d'assujettissement. Je suis désolée si certains pensaient qu'ils sont décolonisés, mais le fait de ne pas pouvoir dire avec fierté merci lorsqu'il y a des Français dans sa langue maternelle prouve que nous ne sommes pas encore libérés. OK. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui prennent l'anglais ou le français comme leur langue maternelle aujourd'hui? Comme moi, n'est-ce pas? Je vais leur dire qu'ils devraient se déshabiller de temps en temps et reporter les langues africaines comme le seul et vrai vêtement qui fera des Africains d'abord. On ne dit pas d'exclure le français ou l'anglais de ses habitudes, mais on dit de ne pas être réfractaire à utiliser une langue africaine pour enseigner les mathématiques, de ne pas être réfractaire à utiliser une langue africaine pour enseigner l'ingénierie, la technologie, parce que tout cela existait bien avant que l'Occident ne vienne nous inculquer une forme technologique. Et c'est parce que nous voulons apprendre à calculer 1 plus 1 en français. Il faut d'abord savoir prononcer 1 en français, alors qu'on a une langue maternelle qui est autre, qu'on n'est pas oublier que nous sommes des Africains. OK. Il y a une question ici de la part de Ohini, dit bon, vous avez évoqué les théories socio-constructivisme et interactionnalisme. Oui, pourriez-vous établir la pertinence ou bien la nuance entre cette théorie et l'enseignement-apprentissage du FLE dans un contexte multilingue comme celui du Ghana ou bien du Cameroun? Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette question sur le constructivisme et l'interactionnisme. Il faut déjà préciser que le constructivisme est totalement de Piaget.
Et toutes les théories qui découlent, même l'interactionnisme ou le connectivisme, viennent de Piaget. La seule différence, c'est que l'enfant construit son langage en société. Quand on est de ce côté-là, la société, quelle qu'elle soit, avec l'environnement, le parent, la famille. Alors que l'interactionnisme met en jeu maintenant les appareils numériques, le numérique. C'est pour ça qu'on parle d'interactionnisme. Il interagit à la fois avec son milieu et avec les outils numériques. C'est pour cela que c'est un nouveau courant qui découle toujours quand même de celui que Piaget a impulsé. Et donc, pour l'enseignement du FLE, celui qui interagit avec le constructivisme, le socio-constructivisme, qui n'interagit qu'avec son milieu, comme le Ghana, si je vous enseigne le français et que vous ne sortez pas de l'environnement du Ghana, votre français sera un peu nuancé par rapport à celui qui a côtoyé des personnes francophones un jour. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, maintenant, avec l'interactionnisme, qu'on procède, par exemple, à la mise sur pied des vidéos où on va entendre un français, parce que le français des francophones et le français des Français, il y aura une nuance. Il faudrait que les personnes soient au fait de cela. Et donc, l'apprentissage du FLE sera différent de celui qui n'est que dans ce contexte de constructivisme ou de celui qui est dans l'interactionnisme où, au-delà de la société, il utilise ce que le numérique peut offrir pour construire son apprentissage. OK. Merci beaucoup. La question suivante va au professeur Fassé de la part de Cyril. Vous dites que l'homme sera toujours au centre de la tradition, puisque c'est lui qui développe les atas, mais est-ce qu'on ne devrait pas orienter les nouveaux traducteurs vers la conception des atas également? Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Il a posé sa question avant qu'on arrive à la conclusion de notre propos. J'ai dit effectivement qu'il fallait que les étudiants de traduction aujourd'hui s'orientent aussi ou intègrent dans leur formation l'ingénierie linguistique. Parce qu'effectivement, derrière les applications de traduction automatique ou bien automatisées, il y a bien des êtres humains qui pensent. Parce que une application se conçoit, elle s'élabore. Ils sont bien entrés, sont sélectionnés par des personnes qui pensent, qui savent ce qu'on recherche. Et ces personnes-là, ce sont autres que des linguistes qui s'associent à des informaticiens ou des linguistes qui ont appris le codage ou des codeurs qui ont appris la langue. Donc, effectivement, aujourd'hui, il est très important pour les Le réseau à Douala ne va pas. OK. Bon. Professeur Ndiboulou. Oui. Oui, cette question, c'est à vous de répondre. On dit, est-ce qu'on ne devrait pas former des enseignants à développer des compétences interlangues afin de favoriser la transmission des connaissances dans un contexte multilingue? C'est une question de la part de Cyril. Cyril voulait savoir si on ne devrait pas former des enseignants à développer des compétences interlangues afin de favoriser la transmission des connaissances dans un contexte multilingue. Les compétences interlangues, oui. Ça signifie juste former les enseignants à considérer les interférences linguistiques, tous les transferts linguistiques. C'est ça une compétence interlangue, tout simplement. Et je crois que la plupart des Africains sont implicitement formés à reconnaître que les différences et les ressemblances entre deux langues, parce que nous naissons dans ce milieu-là et notre mental nous indique que cette fois-ci, je suis en erreur parce que quand je vais le dire, ça provient de ma langue.
Et donc, l'enseignant également est formé à ces transferts-là. Mais je ne vais pas prendre le temps de parole d'abord du professeur Fassé. On pourra approfondir cela après que le professeur Fassé ait parlé. D'accord, d'accord. Oui, je crois que j'avais... Merci beaucoup, grande sœur. Elle ne fait pas que me brimer de temps en temps. Elle me donne aussi les voix au chapitre. Alors, en fait, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, le traducteur doit se réinventer, doit se mettre à la page. Sinon, il va justement être mis de côté. S'il n'est pas capable de, par exemple, lorsqu'il prend un texte produit par une application, de détecter des nuances qui ont échappé à l'application, il ne pourra pas se défendre en tant que traducteur, il ne pourra pas défendre son job de traducteur. Donc, je me rappelle parfois quand les enseignants viennent me tendre un article qu'ils ont traduit avec une application de traduction, mais donc, il faut bien pouvoir aller à l'intérieur, leur ressortir un ensemble de choses qui ont échappé à l'application pour que demain, ils vous respectent encore en tant que traducteur. Sinon, ils vont se passer de vous. Et je peux déjà vous dire que pour les textes scientifiques, beaucoup n'ont plus besoin de venir nous voir puisque le rendu est tellement bon que certaines revues même ne demandent que des connexions mineures. Mais ce n'est que dans les textes un peu très littéraux aujourd'hui qu'on se rend compte que les applications sont faibles. Et là encore, on peut se défendre en tant que notre position en tant que traducteur. Donc, il faut se réinventer, il faut se mettre à jour et il faut intégrer l'ingénierie linguistique. Maintenant, j'ai levé la main à un moment donné, monsieur le modérateur, pour apporter un complément à la problématique du professeur. D'autant plus poignant on a un problème culturel, c'est-à-dire qu'on a un substrat culturel qu'il nous faut défendre. Comme n'est une maîtrise de la langue approximative ou pas, il y a un substrat culturel. Et je me rappelle que si j'ai bien compris sa thèse, ou bien le livre qu'elle a écrit, rédigé après sa thèse, ça consistait à défendre la capacité pour nous d'enseigner la culture camerounaise avec les langues étrangères. C'est-à-dire qu'on pouvait faire en sorte qu'on traverse l'handicap qu'on a, que dans une salle de classe, on a 17 langues, on ne peut pas utiliser 17 langues pour enseigner, mais qu'on puisse enseigner la culture camerounaise, par exemple, pour le cas du Cameroun, en se servant du français. Et aujourd'hui, je pourrais ajouter, avec ce qu'elle nous a présenté aujourd'hui, qu'en intégrant ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui, une nouvelle théorie translanguage, je ne sais pas trop comment c'est traduit en français, bien peut-être ce qu'on appelle la translangue, je ne sais pas, mais ça dit que cette capacité dans une salle, dans une situation didactique, a fait en sorte que les apprenants savent qu'ils peuvent utiliser, faire recours à toutes leurs langues, toutes leurs compétences linguistiques dans un même cours, dans un même acte locutoire, sans que ça ne soit pris comme un péché. Si on traverse déjà cette étape, parce que la première étape est d'abord au niveau de la perception, de la conception qu'on a, et ensuite, de ne plus être, comme elle a dit, penser que nos langues sont secondes, avoir peur de les parler. Si on traverse cette première étape, on va arriver à l'étape où on voit cela dans les films nigérians et ghanéens. Quelquefois, je suis souvent très content de le voir. Un locuteur est en train de parler l'anglais à un moment donné, il sent que l'anglais est impuissant, il passe à sa langue maternelle pour passer son message. Parce que la langue européenne n'arrive pas à transmettre tout ce qu'il veut transmettre, alors il passe à sa langue sans aucune façon, sans avoir froid aux yeux, et puis il passe son message. Donc, pour moi, le problème est d'abord un problème de décolonisation mentale, comme l'a dit le professeur Djibril. C'est d'abord là. Si on se décolonise, alors on va fièrement parler nos langues. Et je peux vous dire que lorsque je me retrouve à l'extérieur, avec mon épouse, quand on se met à parler notre langue, mais je vois comment les autres sont émerveillés, ils savent qu'ils sont perdus, ils ne comprennent rien à rien. Alors, du coup, on le perdurait, on le faisait perdurer, et nos gouvernants ou alors les officiels, de temps en temps, arrivaient quelque part, disaient, OK, moi, mon français est très faible, moi, je vais m'expliquer en Menguissa ou bien je vais m'expliquer en Néondo, mais on se ferait, ils vont chercher quelqu'un qui parle Néondo pour interpréter. Ça va faire certainement comme une sorte de scandale pour certains, mais une grande avancée pour d'autres. Et ce n'est que comme ça qu'on s'impose. Si on n'arrive pas à s'imposer, évidemment, on va toujours subir. Parce qu'effectivement, comme on l'avait posé à une question que quelqu'un avait posée lors d'une conférence à Yaoundé, je me rappelle encore très bien, où le professeur Tumbo avait beaucoup élaboré sur la nécessité, l'évolution dans l'OIA, de la considération de
des langues africaines, on est passé des dialectes à langue, une langue nationale. Alors, il y a un panéliste qui avait tout simplement dit, est-ce qu'on pouvait donc faire cette conférence internationale-là avec nos langues locales? On utilisait laquelle? Un peu comme pour dire qu'on est un peu comme impuissant, parce qu'on a une pluralité de langues, avec une pluralité de locuteurs, sans aucune langue qui soit commune. Mais je pense que si on commence déjà par les aimer, à les valoriser, on va voir la capacité pour nous à les utiliser dans nos actions, dans nos actes locutoires quotidiens. Et puis, progressivement, on va trouver des voies. Avec l'intelligence artificielle, on pourra développer des traducteurs aussi oraux, comme le Google Microsoft le fait. C'est-à-dire que si quelqu'un, je suis avec face à Julia qui parle mécanicien, que je ne comprends pas, elle parle, et puis le traducteur me dit ce que c'est, mais ça va m'aider. Et même, on pourra, dans une salle de classe, elle peut certainement le confier. Si je suis un enseignant ayant grandi en ville, je n'ai pas l'accent ménisa du village, pas aller au village, enregistrer des parents, enregistrer ce nombre de choses, je viens utiliser en classe. C'est-à-dire, on dit, voilà comment on dit, je mets, on écoute. Donc, nous pouvons utiliser toutes ces technologies aujourd'hui pour briser ce nombre de barrières. Il suffit d'abord qu'on le veuille et qu'on en prenne conscience. Voilà ce petit ajout que je voulais faire par rapport aux réponses qu'a donné le professeur. OK, merci, professeur Fassé. J'aimerais savoir comment peut-on arriver à cette décolonisation mentale. Voilà la situation où nous sommes les Africains, et lorsqu'on commet une erreur en français ou bien en anglais, nous sommes punis pour ça, et on ne veut même pas nous voir, nous entendre parler de la langue locale à l'école. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette décolonisation mentale? Si les enseignants qui nous enseignent nous punissent parce que nous avons violé les règlements en parlant la langue maternelle en classe. Vous avez donné la réponse vous-même, à savoir qu'il faut, c'est ce que nous disions, le professeur dit moi depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que les enseignants aussi prennent conscience, de ne plus sanctionner un certain nombre de choses en classe, de laisser la capacité aux jeunes qui a des difficultés à dire certaines choses en français ou en anglais, de le dire ou en, c'est pas moi, quelle autre langue, sans que ça ne soit comme un péché. Si on a traversé cette première étape-là, à savoir qu'écouter une langue nationale dans une salle de classe n'est pas un péché, alors on aura fait un grand pas. Et ensuite, maintenant, le reste suit. Et le reste, c'est quoi? C'est le courage. C'est le courage. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu. D'avoir porté une tenue traditionnelle dans un pays européen et de voir un monsieur, dès qu'il a fini son cours, il a couru vers moi pour me demander comment est-ce que ça se fait, on fait ça où, comment il peut avoir cela. Mais s'il était en costume, mais j'allais passer inaperçu. Ça allait être ordinaire. Donc, en fait, ce qui nous manque aussi, c'est ce courage-là, à un moment d'affirmer notre identité, d'affirmer notre différence. Et effectivement, ça donne toujours l'ascendant à l'autre. Donc, je pense que tout part d'abord du point de vue de la perception mentale et de notre posture mentale face à nos langues. Si on les respecte, oui, on va les imposer. Mais si on ne les respecte pas, si on les considère comme faibles, parce qu'elle ne peut pas dire, par exemple, logiciel en langue maternelle, alors qu'on peut bien, si on s'assoit, trouver moyen de le faire. Si on cherche toujours les raccourcis, okay, on va se dire, OK, ça ne sert à rien. On va les mettre de côté. Et évidemment, ne jamais utiliser la langue des autres comme eux, ils l'utilisent. Ils les utilisent. Donc, voilà ce que je peux dire. OK. Merci bien, le professeur Fassé. Il y a une question ici. On dit, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans les traditions scientifiques? Bon, la place de l'intelligence artificielle dans les traductions scientifiques, en réalité, il veut tout simplement, l'intelligence artificielle, c'est, pour parler vulgairement, c'est l'informatique. Tout simplement, c'est l'informatique. Aujourd'hui, les traductions scientifiques, comme je le disais tantôt, sont même celles où on a le plus fort taux d'approximation avec la traduction faite par les êtres humains. Certainement, ce n'est pas dans toutes les langues, parce qu'il faut encore que les ingénieurs linguistiques, si on peut, je ne sais pas si on les appelle en anglais, les linguistiques ingénieurs, qui travaillent pour que, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle n'invente rien. Elle utilise ce qu'on appelle les données data. Ces données-là sont bien entrées dans un système par des êtres humains. Donc, plus on entre des données affinées dans un système, plus ce système aura un rendu encore plus proche du travail des humains. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut davantage qu'on s'oriente vers l'ingénierie linguistique avec traduction comme capacité en plus,
Parce que c'est nous qui allons détecter les faiblesses des applications actuelles et les améliorer en fournissant aux banques de données linguistiques toutes les nuances possibles qu'on peut avoir dans une langue. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, on disait que oui, les applications ne pourront pas traduire les idiomes, mais ça le fait aujourd'hui. J'ai testé encore hier. Les idiomes, beaucoup d'idiomes sont aujourd'hui traduits. Pourquoi? Parce qu'on a pu introduire les équivalents dans les banques de données qui utilisent ces applications-là. Donc, en réalité, l'intelligence artificielle dans les traductions scientifiques, c'est tout simplement quoi? C'est le fait qu'on ait automatisé en fournissant des données pairées, c'est-à-dire que dans de plusieurs langues, de telle sorte que lorsqu'on utilise l'application, elle va dans ces données-là trouver des équivalents de l'autre langue. Si elles ne sont pas là, il n'y aura rien. Donc, si elles sont là, c'est parce que quelqu'un les a mis. Et qui sont ceux qui les mettent? C'est justement les linguistes ou alors les codeurs et les linguistes associés. Donc, c'est tout simplement cela. Il n'y a rien d'autre. La machine ne réfléchit pas. Elle se sert tout simplement des données fournies par des êtres humains. OK, merci beaucoup. Il y a 2 questions ici de la part de Audrey. Elle voulait savoir les différents problèmes que vous évoquez pour la traduction sont les observables pour l'interprétation. Et la deuxième question, qu'en est-il de la traduction culturelle? Je veux dire, bien, effectivement, oui. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait s'adapter à la culture? Donc, voilà. il y a deux questions ici. Si les différents problèmes que vous évoquez pour la traduction sont les observables pour l'interprétation. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'en est-il de la traduction culturelle si l'intelligence artificielle pourra s'adapter à la culture? Oui, déjà pour la première question, il faudrait qu'elle essaie de taper sur Google et de chercher les applications de traduction orale. Elle va voir qu'il y a beaucoup qui sont assez avancées aujourd'hui. C'est bien encore moins avancé dans la traduction orale que dans la traduction écrite, mais c'est assez avancé. Ça veut dire quoi? Que quand aujourd'hui, vous êtes capable de commencer à dicter un texte et une application rend ce texte dans une autre langue au même moment. Mais c'est encore assez limité. Pourquoi? Parce que nous savons que dans la théorie du discours, le sens d'un mot n'est rendu qu'à 30-40% par le mot utilisé. Le langage non verbal représente presque 60%, voire plus, du sens du mot qu'on utilise lorsque on est dans un acte de discours oral. Alors, donc, à ce moment-là, on se rend compte que les applications pour l'interprétation sont encore plus limitées que pour les traductions des textes, quoi. Donc, c'est pour dire que la menace qui pèse sur l'interprétation n'est pas aussi grande que celle qui pèse sur la traduction. Parce que dans l'interprétation, le langage corporel du locuteur compte. Ça permet à l'interprète de comprendre davantage le sens de ce qu'il dit. Effectivement, aussi, l'intonation et autres là qui permettent d'accentuer telle ou telle chose. Donc, mais sachez que les ingénieurs travaillent énormément. Moi, je vous ai dit, j'ai été bluffé en m'approchant d'un laboratoire effectivement d'intelligence artificielle en Europe, mais c'est ce qu'ils font là-bas, ce qu'ils projettent de faire. Comme je l'ai dit, ils pensent que dans 15 ans, on ne va plus exister. Hein, les traducteurs et les interprètes sont en train de travailler pour cela et avec des cas très, très étonnants. Mais comme je l'ai dit, et je le maintiens, ça c'est mon opinion, la machine ne va jamais entièrement remplacer l'homme parce que même certains types des arrêts respiratoires dans un arc locutoire ont des sens. Les silences ont des sens, mais est-ce que la machine va toujours interpréter les silences? Non. L'expression faciale, c'est difficile. Mais je peux vous dire que c'est en train d'avancer très, très, très vite. Donc, maintenant, là, je crois que j'ai répondu un peu comme aux 2 questions en même temps, hein, si je ne me trompe pas, Elias. Merci. Oui. Donc, il y a aussi une autre question ici, mais il paraît que cette question, c'est plus ou moins ce que vous venez de dire. Dit la crédibilité de la traduction vers le russe est à moins de 50% d'exactitude ainsi que dans plusieurs langues européennes et africaines. C'est seulement l'anglais, le français et quelques langues que les logiciels peuvent bien traduire. Avec cet état de fait, est-ce réellement le travail du traducteur? Est-ce réellement le travail du traducteur est vraiment en péril? Ah, oui, ce qu'il dit est très, très pertinent. En réalité, vous savez,
la langue dominante au monde aujourd'hui, c'est l'anglais. Hein. Ça veut dire quoi? Les applications de traduction qui sont faites sont à but commercial. Et dans le commerce, l'intérêt prime. Donc, on va davantage travailler les langues qui sont celles qui vont le plus rapporter de l'argent. Donc, si le russe a un retard, c'est peut-être parce que le russe a les nombres de locuteurs de russe sont pas nombreux et la demande en texte à traduire dans le russe n'est pas aussi grande que celle des textes à traduire en français ou en anglais. Donc, ces gens travaillent essentiellement pour se faire de l'argent. Donc, si jamais le russe devenait la langue la plus parlée au monde, ben, ils devraient se pencher dessus, comme ils le font pour le français, l'anglais et autres langues. Donc, c'est une question d'intérêt. Et maintenant, si nous voulons développer des applications pour la langue africaine, les langues africaines, n'attendons pas que ce soit les Européens qui vont le faire. Quel est l'intérêt pour eux de le faire? C'est à nous de voir l'intérêt et de nous y pencher. Donc, c'est beaucoup plus une question de rentabilité. Parce que si vous voyez les équipes de personnes qui doivent travailler pour développer ces applications-là, et ce qu'on leur paye, c'est énorme. Donc, on ne peut pas payer quelqu'un pour aller faire des applications de traduction en langue avec quelques dizaines de milliers de locuteurs. C'est moi qui ai intérêt à le faire. Mais si maintenant on découvre un diamant qui a nulle part au monde en Guimbo, là-bas, dans mon village, vous serez surpris de voir que ces gens-là vont s'intéresser à la langue Guimbo parce qu'ils ont un intérêt. Donc, c'est à nous de défendre nos intérêts. Effectivement, le niveau de traductibilité automatique des langues est variable selon effectivement l'intérêt que pose chaque langue par rapport à ceux qui développent ces applications-là. Merci beaucoup. Professeur Fassé, il y a une autre question ici. Oui. Bon, est-ce à dire dans le cas du Cameroun qu'il faudrait tenir compte des langues ou des aires culturelles dans le développement de ces applications de traduction du moment où il n'en existe pas encore une pour les langues camerounaises? Ben, c'est encore une question d'intérêt. Si un village aujourd'hui, on a des langues quand même assez développées au Cameroun, ça, pour ceux qui est plus spécialisé que ça, comme moi dans ce domaine peut nous dire, il y a des niveaux d'affinement, de développement des langues camerounaises qui sont très élevés par rapport à d'autres. Et quand j'essayais d'écrire ma langue, j'avais remarqué que, par exemple, une langue comme le lamso était tellement développée avec des livres de grammaire, des livres d'arithmétique, de calcul, de mathématiques. Moi, j'étais bluffé. Donc, une telle langue, aujourd'hui, si on veut développer des applications de traduction, ils vont aller un peu plus loin que ce qui se fait dans ma langue, par exemple, ou dans une autre langue. Donc, il y a deux éléments. Le niveau de développement de l'écriture et de la conceptualisation avec des problématiques modernes, notamment l'éducation moderne de la langue, et ensuite l'intérêt des locuteurs de cette langue, de cette communauté-là, à vouloir faciliter l'apprentissage ou l'accès aux connaissances de leur aire culturelle à travers une application de traduction. Ce sont ces deux éléments mis ensemble qui font qu'une application de traduction soit développée dans un endroit ou pas, ou que son développement soit amélioré ou pas. OK. Voilà ce que je répondrai. OK, merci beaucoup, professeur. Professeur Ndibounou, vous avez la main levée. Merci beaucoup. Je voudrais signaler toutefois que les questions sur l'intelligence artificielle, la traduction automatique au Cameroun commencent à trouver des solutions. Au-delà de l'intérêt qu'on peut trouver par rapport à la langue internationale ou pas, il y a également la volonté individuelle. Il y a quand même des logiciels de traduction qui ont commencé à exister. Avec, si on regarde École et langue rurale, ERELA, quelque chose comme ça, il y a un dispositif. Et aujourd'hui, il y a également M. Boning qui est en train de monter des dictionnaires multilingues avec beaucoup de mots qui peuvent permettre, si on saisit, une traduction à la saisie, bien sûr, de certains mots. Bien sûr, le développement n'est pas déjà aussi grand, mais il y a certaines langues des grâces qui sont concernées par ces projets-là. Et il y a d'énormes financements. Ça entre dans le cadre de la documentation linguistique. Ceux qui posent cette question, c'est parce qu'ils n'ont pas eu recours à chercher les évolutions et les développements récents en documentation linguistique sur les langues bantoues et sur les langues africaines. C'est ce que le CICIB a fait également. Donc, il y a déjà des développements, mais il faut rechercher les sites. Il y a même des Camerounais, étudiants camerounais au Canada, qui développent des logiciels de traduction. Donc, il y a beaucoup d'initiatives privées et qui trouvent pourtant des grands financements.
mais il faut avoir le courage de le faire. Et il ne faudrait pas, comme Audrey insiste, il ne faudrait pas qu'on confonde les traductions culturelles, parce que nulle part les traductions culturelles ne sauraient être identiques parce que la culture est différente d'un endroit à l'autre. Il ne faudrait pas demander à un ordinateur, si on n'a pas enregistré l'équivalent de neige, de demander à un logiciel de traduire la neige au Cameroun. C'est comme quand on dit « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». On ne va pas demander à un Africain de dire « donne-moi le pain de ce jour » parce que ce n'est pas le pain qu'il mange le matin quotidiennement. Donc, il va de soi que l'aspect culturel devrait être étudié et c'est à vous, comme le disait le professeur Fassé, de donner tous ces aspects culturels, d'enregistrer ces données, ce qui aurait été le travail de Cyril s'il continuait, d'enregistrer ces données culturelles pour pouvoir effectuer déjà des dictionnaires multilingues qui vont servir maintenant pour la traduction. Et ça, c'est le processus de Google, c'est le processus de Reverso et de tout ce qui met sur pied des dictionnaires automatiques. Merci. OK, merci. Quelqu'un dit, Audrey dit qu'elle n'a pas eu de réponse à sa question parce qu'il parle de la capacité de l'intelligence artificielle sur l'aspect culturel de traduction. Je crois que le professeur nous vient de répondre à cette question. Peut-être elle veut qu'on réponde en utilisant des mots qu'elle veut. En réalité, les cultures sont différentes, c'est Audrey, les cultures sont différentes. Et quand on dit intelligence artificielle, en réalité, il y a ce qu'on appelle l'IA molle et l'IA forte. L'IA molle, l'IA faible, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée aujourd'hui, à savoir que nous fournissons à la machine les éléments pour faire de manière automatique ce que nous avons pu faire manuellement ou bien en plusieurs fois. L'intelligence artificielle forte, qui consisterait à ce que la machine réfléchisse, ça n'existe pas encore. Ça, les chercheurs sont d'accord là-dessus, ça n'existe pas encore. Donc, c'est pour dire quoi? La culture étant très différente d'une aire culturelle à l'autre, il est difficile aujourd'hui de penser qu'il y aura un logiciel qui va, par exemple, venir traduire des éléments, des comptes très, très, très liés à notre culture, si jamais nous n'avons pas au préalable fourni une base de données d'équivalent entre ces éléments culturels-là et des façons de les exprimer dans l'autre langue, puisque la machine, l'intelligence artificielle ne réfléchit pas. Elle utilise tout simplement une base de données fournie par nous-mêmes. Donc, c'est à nous de nous asseoir et dire, OK, quand on dit telle chose dans ma langue, par exemple, souvent on dit que rouge comme un son, le tsang là, je vais produire le son là, comment en français, que rouge comme tel son, par exemple, puisque l'intensification des couleurs chez nous, c'est fait par des sons. Bon, je vais comment est-ce que je peux traduire? Mais si je parviens à trouver que rouge rubis ou bien rouge moi, OK, ce ne serait que des équivalences, mais ça ne va jamais être exactement ce que moi j'ai dit lorsque j'utilise le son pour marquer l'intensification d'une couleur. C'est déjà pour montrer que les traductions des concepts très, très liés à une structure culturelle seront toujours limités. Et davantage encore limités quand il faudra les automatiser. Mais on peut déjà faire un ensemble de choses qui rendent au moins même 30, 40, 50% du sens. Ça va permettre au moins aux autres d'avoir accès à notre culture ou bien de la comprendre. Donc, pour terminer encore toujours, c'est nous les êtres humains qui donnons à un logiciel, à une application, les éléments pour que cette application-là fonctionne. C'est nous. Elle ne fonctionne pas d'elle-même. Donc, c'est à nous de faire le travail au départ pour que les applications puissent se rapprocher autant que faire se peut d'une traduction d'un substrat culturel donné. Merci beaucoup, professeur Fassé. C'est la dernière, je pense que c'est la dernière question au professeur Ndibounou. Cyril voulait savoir si c'est bien de valoriser nos langues locales, mais ne pensez-vous pas qu'on a trop de langues en Afrique? Est-ce qu'on ne pourra pas sélectionner certaines langues et les nationaliser, voire régionaliser? Oui, je peux dire que je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, mais au Ghana, ici, nous avons les langues régionales. Et il y a des langues qui sont régionalisées ici au Ghana. Mais je ne sais pas la réponse que le prof va nous donner. Il donne un exemple de la Chine avec le mandarin.
Oui, on peut donner également l'exemple de la France avec le français qui était le François. Parce qu'on parle le français en France, mais il y a au moins une vingtaine de langues régionales en France, comme le verlan, les langues le breton et tout ça. Mais on parle le français qui est, comme on dit, de la francophonie, n'est que l'île de France. C'est une toute petite île, hein, qui a été imposée. Donc, ne croyez pas il faut forcément avoir une grande renommée pour être une langue dominante. Le mandarin est parlé auprès de plusieurs autres variantes parce que quand nous, on était en impôt, ce n'est pas le mandarin qui était parlé. Là, peu, ce que nous tous on dit la Chine, mais c'est Tungo quand eux, ils reconnaissent le pays. Le Niao, là, c'est le mandarin. Tout comme l'arabe, il y a l'arabe égyptien, l'arabe des Berbères, il y a plusieurs arabes. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y a pas de variante. En ce qui concerne le nombre de langues, si l'Afrique a le tiers, n'oubliez pas que les Amériques possèdent aussi l'autre tiers. L'Amérique seulement du Sud. Si on voit la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a près de 400 combien de langues là-bas. Le Cameroun a moins de langues que le Nigeria et qui a réparti cela en 4 zones, en 4 grandes zones que nous connaissons aujourd'hui, le Yoruba et quoi, n'est-ce pas? Et Igbo, on connaît même mieux les langues régionales du Nigeria que les langues régionales du Cameroun. Langue régionale signifie tout simplement les langues véhiculaires dans une région, c'est ça, mais érigées par l'État à ce titre-là. Donc, au Cameroun, nous avons comme langue déjà véhiculaire, nous avons le Fulfulde, indéniable, n'est-ce pas? Nous avons l'Ewondo, le Bétifan, à travers l'Ewondo. Le Bétifan qui est parlé, qui est même une langue transnationale comme le Fulfulde. Nous avons, quand on parle le Medjumba et le Romala, plusieurs personnes peuvent se conférer à cela, même si ce n'est pas toujours compris partout, mais ce sont des langues de grande renommée. Le Douala a été utilisé pour évangélisation jusqu'à Bafoussam. Donc, nous avons des langues au Cameroun et nous avons des langues encore transnationales en Afrique. Nous avons le Swahili qui a été retenu comme langue à l'Union africaine, qui est parlé dans plus de 4 pays. L'Ouganda, le Rwanda, c'est quel pays encore? Le Congo, les grands lacs, tous les grands lacs comprennent le Swahili. Si on va partir au Ghana, il y a l'Ewo qui est parlé au Ghana, au Togo et dans d'autres pays, si je ne m'abuse. Donc, le Bétifan est parlé au Cameroun, au Gabon. Donc, de là à dire qu'on a tellement de langues, on n'en a pas autant que ça. Surtout qu'ils soient des langues transnationales. Et si on part sur le fait que les langues transnationales peuvent servir de base pour une éducation harmonisée, ça va. Et maintenant, les langues minoritaires seront maintenant utilisées donc, sur le programme de Tabimanga, parce que c'est ça que vous voulez que je dise. Parce que ça, c'est l'aménagement linguistique de Tabimanga qui priorise les langues internationales, ensuite les langues transnationales et enfin les langues véhiculaires et les langues maternelles. Cette priorisation-là, pour certains, tend à décimer les langues minoritaires. Mais si on réassocie cela, on verra que si on fait des transferts vers ces langues minoritaires, en sachant que le nombre de langues transnationales n'atteint même pas 10, on pourrait les développer et les utiliser partout. Et l'Afrique reste un continent, pas un pays, pour qu'on compare la Chine, qui n'est pas un continent, à un pays, quel que soit le milliard d'habitants. Il ne faudrait pas qu'on devienne européen jusqu'au point de penser que l'Afrique devrait absolument avoir qu'une seule langue. L'Europe n'a pas qu'une seule langue. Or, la plupart des langues européennes qui sont majoritaires, comme le français, l'anglais, l'espagnol, sont parlées à l'Union européenne, avec des traductions même en arabe. Pourquoi l'Afrique n'aurait-elle pas ce même procédé? C'est cette question que moi je pose pour répondre à la question de Cyril. OK, merci, professeur. Oui, nous sommes maintenant à la fin de ce webinaire et je tiens à remercier au professeur Fassé et professeur Ndibounou d'avoir accepté à animer ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement et je remercie à tout le monde présent ici pour assister à ce webinaire
Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore l'occasion de nous retrouver pour d'autres activités scientifiques. Et j'aimerais inviter mon chef de département, Dr. Tchachou. Dr. Tchachou. Oui, Dr. Tchachou. OK, il me semble que Dr. Tchachou n'est pas... Vous m'entendez? Oui, Non, je oui, suis on vous là. entend bien, docteur. Bon. Oui, on entend. Bon, voilà, nous sommes arrivés au bout. Si vous avez quelque chose à nous dire, donc, vous avez la parole. J'aimerais bien voir son beau sourire aussi. Hein. J'ai mon bébé qui dort, donc... OK. Pour vous remercier beaucoup, professeur Ndibounou et professeur Fassé. Je pense que les échanges étaient très fructueux, très intéressants. En ce qui concerne le plurilinguisme et la traduction, je pense que nous avons les mêmes situations des individus plurilingues et des contextes multilingues. Des fois même, on a des individus plurilingues dans un contexte multilingue qui est différent de leur contexte parce que les langues qu'ils parlent ne sont pas les langues dans leur contexte. Mais c'était très riche, très fructueux et nous sommes très contents. Comme Dr. Kaiser a dit, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on aura ces genres de collaboration. Je pense que pour l'Afrique, c'est le moment aussi de commencer à faire des collaborations sud-sud. Pour faire avancer la recherche en Afrique. Donc, je suis vraiment contente que nous avons pu vous avoir parmi nous, ainsi que vos étudiants. Et j'espère qu'au fur et à mesure que nous continuons avec ces genres de programmes, les étudiants aussi vont se connaître et vont commencer à former des réseaux de recherche, ainsi que parmi des chercheurs qui suivent ces séminaires. Donc, je vous remercie. Bon week-end à tout le monde. Je sais que tout le monde est très fatigué. Essayez de vous reposer un peu et j'espère qu'à très bientôt. Docteur Kaiser, merci d'avoir organisé ce séminaire avec les collègues du Cameroun. OK, merci beaucoup, docteur. Et voilà, et nous avons aussi les participants du Togo, de Douala, de l'ACETLA. L'ACETLA, c'est un laboratoire de recherche. Il y a le laboratoire de Douala et l'ACED, laboratoire des sciences de l'éducation, et nous aussi le département de français. Il y a aussi les participants d'autres universités ghanéennes et aussi bien que les participants du Togo, il me semble que le Burkina. Donc, nous sommes, c'est la sous-région ici. C'est la sous-région ici. Merci beaucoup. Et bon, ceux qui aimeraient peut-être avoir une attestation concernant ceci, vous pouvez laisser vos emails. Vous pouvez m'envoyer un email. Je vais laisser mon email ici. Et puis, mon courriel, mon adresse courriel ici, vous pouvez m'envoyer un message concernant les attestations. Donc là, on vous remercie sincèrement pour la participation. Et prochainement, nous allons développer d'autres activités. Ce ne sera pas seulement les webinaires, mais peut-être la collaboration scientifique pour le colloque, pourquoi pas. Donc, merci beaucoup. Pour cela, j'embraye en vous coupant la parole. Je n'aime pas l'expression sans vouloir vous couper la parole alors que je vous la coupe. Il y a le RAIFET qui a son appel à communication. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant. Et dans ce cadre-là, les doctorants sont invités et les collègues qui sont aussi là, comme les docteurs Paul et Constantine et d'autres collègues, peut-être que je ne connais pas, appelés à déposer, à s'inscrire sur le site du RAIFET. L'avantage, c'est qu'il peut y avoir une prise, je dis bien, il peut y avoir une prise en charge partielle
du déplacement. C'est un grand avantage, hormis la rencontre d'autres collègues d'outre-mer. Et ce serait bien d'aller au Gabon pour qu'on puisse se voir physiquement et non seulement virtuellement. Merci. Si Elias permet, merci à Julia de le préciser et surtout merci beaucoup au chef de département qui vient de terminer son propos en évoquant quelque chose de très important. Si nous voulons nous décoloniser, nous devons aussi commencer à cesser de tout penser que c'est les autres qui doivent venir nous organiser. Voici ce que nous venons de faire. C'est je crois 4 pays qui sont mis ensemble. On n'a aucun Européen parmi nous pour échanger. On peut le faire, on peut multiplier comme ça des actions de communication intra-africaines, sud-sud, qui vont nous permettre d'aborder nos problèmes. On ne va pas tout attendre que les autres viennent regarder nos problèmes et trouver des solutions. Non, c'est à nous qui sentons ces problèmes dans notre chair de pouvoir trouver des solutions. On peut aujourd'hui faire des cours. S'il fallait déplacer le professeur Nzimnou, le professeur Fassé, dans un endroit que nous nous déplacions, imaginez le coût économique de cela. Imaginez que chacun de vous a juste essayé de mettre une connexion Internet pour nous écouter. Et voilà, et on vous a écouté. Donc aujourd'hui, utilisons l'Internet comme une véritable ressource, une arme pour sortir de l'ornière et puis résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et vraiment, j'apprécie beaucoup l'idée du Dr Kaïsa et de son département de pouvoir faire cela. Et on peut le réaliser sur plusieurs autres domaines. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour terminer, comme le professeur dit, à nous revoir en avril au Gabon, pour ceux qui vont pouvoir faire le déplacement pour le RAIFED. Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup, professeur Fassé. Donc, voilà, nous sommes à la fin. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Yes. Au revoir. Au revoir. Oui. Dr. Kaiser. Oui. Oui. So my students. Au revoir. Yeah. Okay. So should we make it 5:30? The students I'm taking. Okay. Richard. Richard. Hey, Joseph. Richard. Richard. Oui, allô, oui, docteur. Oui, vous avez cours avec docteur Tchatchou à 17h. Oui, non, donc. c'est pas 17h. Hein? Pardon? On peut commencer à 15h30, comme ça on finit à... Ah, ok, vous pouvez commencer à 15h30 et puis vous finissez à 17h30. Ok, d'accord, merci. Ok, donc il faut... Ça vous va? Il faut voir si Sefako peut rejoindre ou pas. D'accord? Ok. On utilise ce lien. Vous allez m'envoyer le lien? Oui, je vous envoie le lien. D'accord, ok, merci. Ok, merci. Au revoir. Okay. Au revoir. Au revoir.